Pause! Attendez, qu'est-ce qui se passe là? On parle pas de Star Trek aujourd'hui? Clone de Illustre Connu numéro 1, on parle pas de Star Trek aujourd'hui? Attendez, je regarde... Non, on parle pas de Star Trek aujourd'hui, on parle bel et bien d'un Star Wars. Star Wars est de retour au cinéma, monsieur! Star Wars est de retour au cinéma? Oh, bah ça m'en bouche un coin. Bon bah, autant en parler, hein? Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, les Illustros, c'est exact. Star Wars revient enfin au cinéma après 7 ans d'absence avec le film Star Wars The Mandalorian and Grogu. Et c'est exact, une deuxième fois, ça sera notre sujet du jour. Et yep, il y a le ventilo dans mon dos. Je suis désolé pour le bruit, mais il fait trop chaud. Strap in. Alors, juste avant de parler en détail de The Mandalorian and Grogu, tout d'abord en présentant le long métrage et ensuite en le décortiquant de bout en bout, c'est quoi mon rapport avec Star Wars? Et je vous préviens, je vais passer très rapidement sur ce qui compose cet univers, que ça soit au cinéma ou à la télé, parce que sinon, ce podcast va durer des plombes et ce n'est pas le but. Et on va commencer avec le cinéma, si vous le voulez bien, parce que c'est quand même là qu'est né Star Wars. Star Wars, un nouvel espoir, sorti en 1977 et réalisé par George Lucas. Je dois dire que je prends toujours un certain plaisir à redécouvrir au fil des ans ce premier opus si culte, mais je dois dire également que c'est l'opus de la trilogie originale que j'aime le moins pour l'instant. Peut-être est-ce dû à son aspect trop classique, mais mine de rien toujours efficace. Star Wars, l'Empire contre-attaque, sorti en 1980 et réalisé par Irving Kershner. Alors, sur cet opus, je suis très partagé, puisqu'à chaque fois que je finis son visionnage, je me dis « Oh, c'est quand même vachement bien !» Puis, le temps passe, le long métrage part dans les limbes de mon cerveau, et je finis toujours par me demander « Est-ce que, pour moi, le film est si marquant que ça ?» Du coup, je le revois. Et après le visionnage, je me dis « Oh, c'était quand même vachement bien !» C'est une sorte de boucle autant infernale que plaisante qui se passe à chaque fois dans mon cerveau concernant ce fameux Empire contre-attaque. Star Wars, le retour du Jedi, sorti en 1983 et réalisé par Richard Marquand. Et bien là, je n'hésite plus. Là, je sais que c'est mon opus préféré de la trilogie originale. Parce que j'y retrouve une grande générosité débordante de tous les instants qui m'offre un plaisir assez unique à chaque fois que je ne ressens pas donc devant Un Nouvel Espoir ou l'Empire contre-attaque. Star Wars, la menace fantôme, sorti en 1999 et réalisé par George Lucas. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas concernant cet opus, c'est que je le trouve loin d'être glorieux, mais je pense que c'est celui que je préfère revoir de la prélogie. Peut-être est-ce dû à son ambiance globale. Star Wars, l'attaque des clones, sorti en 2002 et réalisé par George Lucas. Bon là, je vais pas faire dans la dentelle, c'est un Star Wars, donc je prends un certain plaisir à le regarder, mais je pense que c'est sincèrement l'un des opus que j'aime le moins de toute la saga parce que, véritablement, je ne m'accroche à pas grand-chose à l'intérieur. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie une énième fois pour essayer de sauver l'ensemble dans mon esprit. Star Wars, la revanche des Sith, sorti en 2005 et réalisé par George Lucas. Eh bien, pareil que pour l'Empire contre-attaque, je suis très partagé sur cet opus, mais de manière assez différente. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a à l'intérieur autant de moments qui brillent de par leur maestria que de moments qui brillent de par leur ridicule. Star Wars, le réveil de la Force, sorti en 2015 et réalisé par J.J. Abrams. Oui, ça ressemble à Un Nouvel Espoir. Peut-être un peu trop. Mais ça serait oublier que Star Wars a toujours eu un côté cyclique dans son fonctionnement. Et au-delà de ça, je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que je revois ce 7e opus, de passer un très bon moment. Premièrement, grâce à ces instants véritablement spectaculaires, et deuxièmement, ces instants plus intimes et sacrément émouvants. Star Wars, Les Derniers Jedi, sorti en 2017 et réalisé par Rian Johnson,
Pour le coup, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, cet opus est mon préféré de toute la saga. Parce que je trouve sincèrement que Rian Johnson, autant dans le fond que dans la forme, a compris comment faire du grand Star Wars, en alliant parfaitement héritage et renouveau. Ce qu'a galéré à faire Star Wars l'ascension de Skywalker, sorti en 2019 et réalisé par J.J. Abrams, le moins bon opus de la postologie, l'un des moins bons de la saga, mais il y a un aspect dans cette créature de Frankenstein que je trouve passionnant, qui me pousse à très souvent repenser au film, que ça soit concernant ses choix convaincants ou les autres qui le sont beaucoup moins. Your journey. Pour ce qui est des deux longs métrages A Star Wars Story, je trouve Rogue One, ma foi, très sympathique, et Solo, ma foi, très... Je sais pas trop comment qualifier ce film. Très moirf. Voilà, on va dire très moirf. Par contre, la musique de ce film est absolument incroyable. Maintenant, pour ce qui est des séries, alors là, je vais être encore plus rapide, les illustros. The Mandalorian, c'était sympa au début, et puis plus on a avancé, plus c'était moirf. Obi-Wan Kenobi est pour moi l'une des pires, si ce n'est la pire production jamais réalisée dans l'univers Star Wars au complet. The Book of Boba Fett est pour moi sympathique. Oui, j'ai bien aimé, qu'est-ce que vous voulez? On contrôle pas tout dans la vie. Et Skeleton Crew, d'une manière totalement surprenante pour moi, parce que c'est quand même John Watts à la barre, et John Watts, c'est pas le meilleur des meilleurs, eh bien c'est probablement la série Star Wars sous l'ère Disney que j'ai préféré regarder, notamment grâce à son côté candide que je trouve sacrément efficace. C'est vraiment les Goonies dans l'espace, et ça fonctionne trop bien. Pour ce qui est du reste des séries, notamment Andor, vous allez me dire quoi? Tu n'as pas vu Andor? Mais comment n'as-tu pas pu voir Andor, illustre connu? C'est vachement bien! Je sais qu'il faut que je rattrape Andor. Comme je sais qu'il faut que je rattrape les 12 000 autres séries Star Wars que je n'ai pas eu la chance ou le désespoir de regarder encore. En tout cas, s'il y a un point intéressant que j'ai pu noter au fur et à mesure des années, c'est que concernant tous les films qui sont sortis jusqu'alors, il y avait toujours matière à profondément débattre, que ça soit sur leur fond ou sur leur forme, tant ils tentaient chacun beaucoup de choses, de manière risquée. Et ce goût du risque à la Star Wars, ça serait mauvaise langue de dire qu'on ne l'a pas retrouvé dans certaines séries, notamment sous l'ère Disney. Cependant, et c'est là que j'arrive au sujet du jour, je ne considère pas la série Star Wars The Mandalorian comme une série prenant de réels risques. Et c'est peut-être ça qui a fait que je me suis lassé de plus en plus de cette série au fur et à mesure des saisons, c'est qu'elle avance continuellement dans des petits chaussons, de manière à ne froisser véritablement personne. Ce qui amène à la grande question que se posent beaucoup de personnes: pourquoi avoir ramené au bout de 7 ans Star Wars au cinéma avec un film The Mandalorian and Grogu? La raison ne serait-elle pas une raison de confort pour Disney? Bah oui, parce que si tu ramènes cette religion qui est Star Wars au cinéma au bout de 7 ans d'absence avec un film issu d'un univers qui a été très policé, très prudent durant l'ensemble de sa construction, bah c'est un bon coup pour Disney, pour la marque Star Wars. Parce que s'ils ont bien calculé le tout, le retour de Star Wars au cinéma se passe bien, se passe en douceur. Parce que par exemple, il n'y aura pas cette horde de fans qui n'a pas su se tenir et qui sont allés beaucoup trop loin en réaction au choix de la postologie, qui seront de retour avec des pancartes « Brûlez Mickey !» Non, dû au polissage de l'univers du Mandalorien, si le film est techniquement abouti de bout en bout, il n'y aura pas de profonde cassure de la fanbase Star Wars, comme il y a pu avoir à l'époque avec l'arrivée de Star Wars 8. Au contraire, il y aura peut-être une réconciliation autour d'un projet tout gentil, tout mignon, qui brosse dans le sens du poil à peu près l'ensemble des fans de la saga Star Wars. Comme ça, le film a des chances de fonctionner. Et si c'est le cas, eh bien cette méthode fera des petits avec des films ayant
ayant le même mojo, qui assureront de manière pérenne la marque Star Wars au cinéma. Mais jamais de manière profondément captivante. Parce que l'essence même de Star Wars, c'est le goût du risque. Le premier Star Wars réalisé par George Lucas, c'était un énorme risque dans lequel s'est engouffré jusqu'au bout toute l'équipe du film. Et bim, ça a créé l'un des univers de la pop culture les plus populaires, si ce n'est le plus populaire. Ne pas prendre de risque avec Star Wars, pour moi ce n'est pas Star Wars. Mais bon, ça peut quand même fonctionner. Mais si ça fonctionne, moi ça aurait plutôt tendance à m'affoler pour le futur de cette franchise. Après, avant de s'affoler, eh bien, qu'est-ce que ça vaut, The Mandalorian and Grogu? Mandalorian, you will suffer. Then it will be his turn. Star Wars The Mandalorian and Grogu est donc sorti le 20 mai 2026 dans nos salles obscures. Il dure 2h12 et il est écrit ainsi que réalisé par Jon Favreau. À l'écriture, nous retrouvons également Noah Kloor ou encore Dave Filoni. Et au casting principal, nous retrouvons Pedro Pascal dans le rôle du Mandalorien, Sigourney Weaver dans le rôle du colonel Ward, Jeremy Allen White dans le rôle de Rota the Hutt et Martin Scorsese dans le rôle de Hugo. Voici ce que nous raconte ce nouveau Star Wars. La chute du maléfique empire galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie. Pour protéger tout ce pourquoi la rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu. Are you scared? Et comment décrire ce film ? Eh bien, je vais dire qu'il est comme Grogu, c'est-à-dire qu'il est mignon, gentil, qu'il fait des trucs, par-ci, par-là, mais sans jamais qu'on ait une réelle impression d'une importance de ses actes. Et ça se ressent autant dans le fond que dans la forme, puisque The Mandalorian and Grogu, malheureusement, est la pure continuité de la série. Et vous allez me dire, c'est parfaitement logique, ce à quoi je vous répondrai oui, mais ça appuie également le point dont j'ai parlé un petit peu plus tôt et qui m'inquiète pour le futur de Star Wars. C'est un film très policé, c'est un film très sage, c'est un film où on pourrait croire de temps en temps qu'il y a une volonté de tenter des choses marquées et marquantes, mais finalement ça retombe toujours dans une espèce de statu quo qui vise à ne froisser personne. C'est vraiment l'exemple parfait pour moi du film dit fonctionnel. C'est-à-dire que tu prends tout ce qu'il y a dans le fond et dans la forme, ça fonctionne. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas ce supplément d'âme qu'on avait à chaque Star Wars de base. À la rigueur, si, à quelques instants, je suis un peu mauvaise langue. Il y a quelques morceaux dans la bande originale composée par le génial Ludwig Göransson qui tentent des choses vraiment nouvelles et intéressantes. Je ne sais pas si ça a sa place dans l'univers global de Star Wars, mais dans l'univers du Mandalorien, je trouve que ça se fond plutôt bien, et c'est agréable à écouter après avoir vu le film. Et il y a tout un passage, je ne vais pas vous dire à quel moment du film c'est pour que vous ayez la surprise, où le Mandalorien affronte des sortes de géantes créatures robotiques, et ces géantes créatures robotiques vont être animées en stop motion par l'équipe du génial Phil Tippett, réalisateur notamment de Mad God. Vous voyez Mad God, c'est incroyable. Et en termes de technique, je trouve ça profondément malin et plaisant, parce que non seulement ça renoue avec une méthode de Star Wars pour créer du rêve, pour créer du grand spectacle à l'ancienne, et en même temps, visuellement, ça crée quelque chose de nouveau. Mais à part ça, j'ai vraiment cette sensation d'assister pendant 2 heures à un récit, à une forme, qui ont sans doute été faits avec du cœur, ça j'en doute pas, mais également avec de la peur. J'ai vraiment la sensation d'assister à un film réalisé par une équipe qui avait une peur bleue de tenter des choses époustouflantes, de tenter des choses surprenantes. Non, 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 faut surtout pas surprendre, parce que sinon ça va diviser, et diviser c'est pas bon. Mais si, diviser avec votre film, diviser, c'est mieux régner, je vous le rappelle. Prenons un exemple, le personnage interprété par Sigourney Weaver. Sigourney Weaver dans un Star Wars, c'est dingue. Eh bah pas tellement, parce que le personnage est là 3 scènes pour dire 3 répliques ultra fonctionnel, et puis c'est tout. Pour ce qui est du Mandalorien et de Grogu, eh bien il n'y a pas vraiment de pas en avant, c'est surtout une ressucée de tout ce qui a déjà été cultivé dans la série concernant ces personnages. À la rigueur, le personnage de Rota the Hutt a un développement.
Waouh, c'est dingue! Un personnage qui a un développement dans un film où tous les personnages sont censés en avoir un pour qu'ensuite on ait envie de les suivre dans leur quête, qu'on ait un sentiment d'appartenance. Durant 2 heures, t'es quand même forcé d'être avec les personnages, d'être dans leur quête, mais parce que c'est fonctionnel. Et surtout, ça se repose sur des bases que je trouve vraiment artificielles, et du coup, t'as l'impression d'être sur un chemin, en balade, d'avoir à droite, à gauche, plein d'éléments faits avec soin, mais tu peux pas t'empêcher de les trouver fades. Et donc, ça devient ennuyeux. C'est ça que c'est censé devenir Star Wars maintenant? Une bande démo? Un bac à sable? Ultra inoffensif? Je ne déteste pas le film, mais il me déprime profondément, parce que si c'est censé être ça, le futur de Star Wars par le grand sauveur Dave Filoni, mais je n'en veux pas! Ce qu'il y a de véritablement incroyable avec Star Wars de base, c'est que ça se passe à des années-lumière de nous, dans un univers qui en réalité nous est complètement étranger à notre réalité. Et pourtant, grâce aux auteurs qui se sont succédés jusqu'alors, on y croyait. On avait le sentiment de véritablement appartenir à cet univers et à son destin. Là, avec The Mandalorian and Grogu, j'ai le sentiment que cet univers qui me paraissait si proche alors qu'il était si lointain, commence à s'éloigner de moi. Et ça me rend vraiment triste. Parce que, avec Star Wars, je n'ai pas envie d'être face à une vitrine. J'ai envie d'être au-delà de cette dernière. This is the way. Sur ce, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast, qui n'était pas si petit. Pour une fois, j'ai dépassé la limite que je me suis imposée, mais parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. On se retrouve lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode du petit podcast. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux disponibles en description, notamment sur El Famoso Letterboxd, sur lequel je suis très actif. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut! Puisse la force être avec vous, les Illustros.